Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, nous parlerons des travaux du chantier jeunesse de la démarche Agir et vivre ensemble Côte-de-Beaupré. Et en deuxième sujet, nous parlerons du renouvellement de l'entente sectorielle de développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de Québec et de la région de Lévis. Bonne émission! Luc, tu es en tant que responsable du chantier jeunesse pour Agir et vivre ensemble Côte-de-Beaupré. Peux-tu nous dire un peu quel était le chantier en tant que tel que vous aviez et qu'est-ce que vous avez eu en tête en tout premier lieu? Oui, certainement. Dans le fond, dès que la démarche avec a conclu que d'avoir un chantier sur l'éducation était vraiment important, on s'est mobilisé rapidement. L'idée, là, la grande idée, c'est de faire en sorte que chaque enfant qui habite sur la côte de Beaupré va terminer avec une certification, une diplomation. Donc, pas besoin d'avoir le diplôme d'études secondaire 5. Il y a un paquet de certifications qui existent, mais on sait que c'est un levier d'enrichissement social, donc on voulait aller là. Puis ça a été aussi le moyen de lutter contre un peu l'hétérogénéité économique de la côte. Donc, on est embarqué là-dessus et on a divisé un peu le tout en trois en trois sous-chantiers parce que la réussite éducative, ça commence dès la naissance. Donc, on a un chantier pour les 0 à 5 ans. Donc, on va travailler toute la petite enfance, s'assurer de donner les services rapidement, d'offrir les services, de les faire connaître. On a un autre chantier aussi pour primaire, mi-secondaire, donc 6-15 ans, où là, on va aller travailler la transition vers l'école primaire, l'ensemble des activités qu'on veut offrir aux jeunes, faire connaître ce qui existe aussi sur la côte. Et on a le 15-25 ans, où là, on veut s'assurer d'offrir une transition vers le monde adulte, vers les études supérieures, de les raccrocher nos décrocheurs, bref, de faire en sorte d'échapper aucun jeune. Donc, avec l'expérience que tu as depuis autant au primaire qu'au secondaire, tu as été sûrement d'une bonne aide pour donner un coup de pouce à ce chantier-là. Il y a peut-être un petit côté égoïste aussi que mieux qu'on travaille tous ensemble, meilleur mon taux de réussite pour l'école va être. Là. Puis l'école secondaire, on est un peu au centre de ces âges-là. C'est là qu'on qualifie puis qu'on diplôme. Donc, effectivement, là, il y avait un intérêt, mais on est une trentaine là, de personnes impliquées dans le chantier sur la côte. Donc, c'est vraiment aussi de briser tous les silos qui peuvent exister puis de dire qu'en travaillant ensemble et en unissant les ressources, les gains vont être supérieurs. Là. Et là, aujourd'hui, je pense que vous êtes là pour présenter les belles réussites qui sont déjà en marche au niveau du chantier. Oui, puis réseauter aussi, hein, parce qu'on travaille comme en trois chantiers, puis des fois on se voit en team ou plus ou moins, il y a des gens qui arrivent, il y a du roulement, donc ça permet là, de faire un bon réseautage, puis de voir là, les coups de cœur puis les réussites, parce que ce qu'on voulait s'assurer d'avoir aussi, c'est que ça ne soit pas que du pelletage de nuages, mais quand on travaille, on est tous déjà occupés, donc il faut agir, puis il faut que le changement s'opère, donc c'est dans cette paradigme-là qu'on agit. C'est là aussi, vous parlez justement d'un des projets importants qui a des retombées intéressantes aussi. C'est les camps spécialisés. Donc ça, c'est vraiment concret. C'est déjà dès cette année. Oui, c'est un exemple, je pense, parmi plusieurs. Mais ce qu'on savait, là, c'est qu'à l'adolescence, il faut venir lutter contre Netflix puis les jeux vidéo pendant l'été. Puis on sait que nos jeunes les plus fragiles vont souvent avoir une perte académique puis même une perte au niveau des habiletés sociales pendant l'été. Donc, en travaillant pour les garder engagés, il y avait un gain là-dessus à faire. Puis, si on voit, mettons, dans la région de Québec, souvent, à l'adolescence, c'est des camps spécialisés qui vont fonctionner. Les gens sont moins au camp de jour. Mais ici, avec la grosseur des municipalités, on n'avait pas le choix de venir travailler ensemble pour offrir une offre de service. Donc, les directeurs des loisirs ont été fantastiques, se sont réunis ensemble, ont mis ensemble toutes les offres qu'il y avait, créé quelque chose de nouveau. Puis, ça permet aux jeunes adolescents de voir ce qui existe, puis aux parents, je pense, de les inscrire pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis nous, à l'école secondaire, bien, je trouve qu'on a beaucoup trop de pieds carrés pour qu'il ne se passe rien pendant l'été. Donc, il y avait aussi l'idée là, de faire en sorte qu'on devienne tranquillement une plateforme autour des camps spécialisés, puis un endroit où les jeunes puissent se rassembler. Est-ce que la plupart des camps sont à l'école secondaire ou il y en a d'autres ailleurs? On en a un à l'école secondaire, mais beaucoup dans les municipalités. Donc, les jeunes peuvent aller s'inscrire au camp Saint-Ferréol, mais en faire un autre à Beaupré, puis s'en aller à l'Ange-Gardien. Donc, c'est un peu là, ces déplacements-là qu'on vient offrir. Mais je pense qu'avec le nouveau skatepark qu'on est en train de bâtir, puis tout ce qu'on a à l'extérieur, ça devrait juste prendre l'ampleur. C'est la 2e année, mais au moins de publiciter une offre de service
unifiée des municipalités, je pense que c'est déjà un méchant bon pas dans la bonne direction. Plusieurs jeunes sont inscrits cet été? J'ai pas les données exactes là-dessus, mais oui, l'année passée, en tout cas pour le moins, là, la majorité des camps étaient pleins. Donc, ça semble bien fonctionner. Bien, Luc, on va suivre avec grande attention. Un bel été, puis continuer, on voit vraiment les réalisations. Un grand merci. Hey, un gros merci, c'est super gentil. Catherine, Amélie, on est ici pour parler d'un projet, d'un outil que vous avez développé dans le cadre d'une transition harmonieuse vers la maternelle. Amélie, comment est venue cette idée avec les chantiers jeunesse? Donc, on est 7 partenaires sur le chantier. On a décidé d'unir nos expertises et d'évaluer les différents besoins sur le territoire. Un des besoins qui a été soulevé, justement, était le manque d'outils pour faciliter la transition de nos jeunes 4 ans, 5 ans vers l'école. Donc, c'est un peu en réfléchissant en équipe qu'on est venu à cette conclusion-là. Et l'outil en question, ça ressemble à quoi, Catherine? Oui, on a l'aide-mémoire pour les parents qui est tout au long de l'année. En fait, les parents peuvent se référer à notre petite aide-mémoire, savoir les éléments importants pour préparer notre enfant à la rentrée scolaire. Et nous avons aussi le tableau, le napperon qui a été perfectionné par l'équipe afin de démontrer aux enfants les acquis qu'ils doivent avoir là, pour faciliter leur rentrée scolaire. Et je crois aussi que vous aviez à demander aux parents un consentement pour pouvoir distribuer le tout ou pouvoir participer au projet, j'ai bien compris? Oui, nous avons une lettre de consentement pour pouvoir distribuer le tout aux enfants et avoir les informations pertinentes pour les écoles. En fait, cette lettre-là aussi sert, compte tenu que le partage d'informations est confidentiel, la lettre sert au milieu de garde de faire signer le consentement aux parents pour qu'on puisse, les milieux de garde, communiquer directement aussi dans les écoles pour transmettre des informations importantes à leurs futurs enseignants ou intervenants. Amélie, comment vous avez amené votre expérience par rapport à ce projet-là? Bien, je crois que c'est vraiment d'être directement dans le terrain, de pouvoir prendre le pouls auprès des parents, mais aussi de constater les besoins des enfants, de constater aussi que des fois, les enfants ne sont pas rendus dans leur développement à l'endroit où ils devraient être là, pour transitionner vers l'école, d'où pourquoi on veut faire de la prévention avec ces outils-là et permettre à tout le monde de savoir les prérequis pour l'entrée scolaire. Vous êtes parmi les partenaires avec Ressources familiales. Ressources familiales, c'est impliqué de quelle façon? Oui, un peu comme Amélie, là, être directement sur le terrain, donc avoir les liens avec les parents d'enfants qui ne sont pas nécessairement en service de garde, donc ça pouvait faciliter aussi là, la remise de documents. Et justement, ça s'est fait de quelle manière? Vous avez distribué ça par la poste? Comment ça a fonctionné? Actuellement, il y a une prise de contact, surtout par courriel, qui a été fait directement dans les milieux et un fichier PDF a été transmis à chacun des milieux. Le document a aussi été transmis directement dans les écoles. Aussi, je pense, Catherine, vous avez des éléments à tenir compte qui s'en vient avec la rentrée scolaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, en fait, le Ressources familiales, en collaboration avec la Tablée 138, nous avons mis en place la grande opération rentrée scolaire 2023, qui est une collecte d'effets scolaires et de dons en argent pour pouvoir offrir à tous les enfants à faible revenu des sacs d'école complets. Dernière question pour Amélie, de ce côté-là. Au niveau des retombées, est-ce que c'est encore un peu tôt pour les nommer à ce moment-ci? Oui, effectivement. Compte tenu que c'est la première année qu'on va faire la promotion et la diffusion du document, les retombées seront à venir et à observer. Toutefois, on souhaite vraiment maximiser la transmission des documents dans le plus de milieux possible. Je crois d'ailleurs qu'on promet disponible le lien PDF pour pouvoir utiliser l'outil. Et on souhaite vraiment aussi que cet outil-là puisse outiller autant les parents que les intervenants qui travaillent aussi dans la petite enfance. On parle, comme vous dites, des retombées à venir, mais est-ce qu'en général, le projet et l'outil est bien accepté dans le milieu? Jusqu'à maintenant, là, on a vraiment eu une belle réponse de la part des milieux contactés. Tout le monde est très heureux de recevoir cet outil-là, mais ils sont aussi participants à vouloir distribuer l'outil pour permettre une meilleure transition. La commission scolaire a remis les outils à tous les enfants qui faisaient la visite là, avant la fin des classes des classes de maternelle. Donc, c'est déjà en main par les familles. Bien, un grand merci, mesdames. Un bel outil qui sera utilisé sûrement par plusieurs parents pour leurs enfants. Un grand merci. Merci à vous. Carl, on regarde l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. Tu as eu organisé le salon étudiant. Comment est venue l'idée du salon étudiant à l'école secondaire Mont-Sainte-Anne? Bien, en fait, l'idée nous est venue d'abord pour répondre aux besoins des élèves, de les aider à trouver leur premier emploi d'été.
Puis aussi du côté des employeurs, avec la pénurie de main-d'œuvre sur la côte de Beaupré, bien, de faire en sorte qu'on puisse être un acteur là, actif pour aider tout le monde, tout ce beau monde-là à être en relation puis rendre tout le monde heureux. Et le salon, à la base, le premier devait être... Pendant la pandémie, c'est arrivé, ça a changé un peu les plans pour vous? Oui, effectivement, le premier salon devait avoir lieu en avril 2020. Évidemment, ça a été repoussé. On a tenu la première édition l'année dernière, donc au printemps 2022, deuxième édition cette année. Et au niveau des retombées, comment tu les qualifies, ces retombées, pour les jeunes et autant pour les employeurs? Bien, évidemment, pour les jeunes, c'est très tôt. L'été commence, mais on a déjà là, plein de beaux échos d'élèves qui se sont trouvés des emplois grâce au salon d'emploi. Fait que pour nous, c'est mission accomplie. À l'automne, on va faire un suivi auprès de ces élèves-là, comment ils ont vécu leur emploi, qu'est-ce qu'ils ont appris là-dessus, le positif et le négatif. Puis évidemment, pour les employeurs aussi, il y a beaucoup d'embauches qui ont été faites suite au salon, donc ça a répondu aux besoins de la part des employeurs aussi. Et les deux, donc celui de 2022-2023, l'achalandage est au rendez-vous? Oui, absolument. Il y a environ 750 élèves qui sont passés au salon cette année, donc nos aides de secondaire 2 jusqu'à 5, certaines classes d'adaptation scolaire. Donc, pour nous, c'est mission accomplie. Et on peut s'attendre que 2024, il y a un troisième salon qui se fasse l'an prochain? Absolument. Il y a toujours des élèves qui vont être à la recherche d'un premier emploi, d'encadrer les employeurs, de former les employeurs à bien accompagner nos élèves dans ces premières expériences-là. C'est super important, donc on va le refaire l'an prochain. Carl, un grand merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Anne-Sophie, Nadia, vous êtes toutes les deux du CIUS Capitale Nationale. J'aimerais que vous nous parliez, en tout premier lieu, qu'est-ce que c'était la fête des cocos? Alors, c'est un événement qui a eu lieu le 2 avril dernier. Ça s'inscrivait dans un plus grand projet qui est Ensemble pour nos cocos. Et au fond, c'est un événement de dépistage qui a eu lieu le 2 avec des activités pour les jeunes qui étaient en partenariat avec la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, l'école Cap-des-Neiges 2, Ressources familiales Côte-de-Beaupré, il m'en manque-tu? Le CIUS, oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, fait que c'était une activité pour les jeunes de 0-5 ans pour voir s'il y avait des retards de développement et être en mesure d'offrir des outils là, aux familles qui en avaient besoin. Est-ce que vous aviez à faire un choix en particulier pour une école ou c'est vraiment été un hasard? Comment ça se passait pour le choix de l'école? Bien, c'est vraiment une initiative, dans le fond, locale, là. Donc des loisirs là, de la municipalité de Saint-Tite-des-Caps et de l'école Cap-des-Neiges 2, dans le fond, qui ont manifesté un besoin en lien avec ce qu'ils voyaient chez les enfants, là, dans les tout-petits qui arrivaient à l'école. Là. Donc, ça n'a pas été un hasard. Au niveau des retombées, c'est la partie importante une fois que le projet est réalisé. Qu'est-ce que vous avez vu comme retombées actuellement? Je vais laisser Nadia davantage sa partie. Donc, au niveau des retombées, bien, c'est sûr que tout l'aspect des jeux de collaboration, se rapprocher là, de la municipalité, du milieu scolaire, puis des ressources aussi communautaires là, du coin. Donc, pour le CIUS, ça a été un grand pas. Donc, apprendre à se connaître, reconnaître pour travailler mieux auprès de nos familles, de nos tout-petits. Donc ça, je vous dirais, c'est déjà un point fort. L'autre chose, c'est que l'activité a quand même permis de dépister 24 % d'enfants, dans le fond, ayant des besoins plus particuliers. Donc, on a déjà gagné, dans le fond, pour certaines familles, avoir accès à des services très, très rapidement, finalement, autant du CIUS, donc par le programme Agir tôt, mais aussi en les référant, par exemple, à des ressources communautaires, là, donc Ressources familiales Côte-de-Beaupré. Et aussi favoriser l'inscription scolaire de nos tout-petits là, de 4 ans, là, aussi pour favoriser l'entrée à l'école. Là. Donc, pour l'automne et l'hiver qui arrivent, est-ce que vous avez des actions concrètes à prendre dès maintenant? Oui, donc on veut mettre en place là, des ateliers directement dans la municipalité de Saint-Tite-des-Caps qui vont être organisé là, en partenariat avec le programme Agir tôt, activité de stimulation globale là, pour les tout-petits. Donc ça fait partie d'une des actions qu'on veut mettre en place. Il va y avoir aussi la participation des gens du CIUS là, au niveau de la rentrée scolaire pour les maternelles 4 ans, 5 ans. La municipalité de Saint-Tite-des-Caps, du côté de loisirs, organise aussi là, des ateliers éducatifs avec les petits aventuriers. Donc ça fait partie là, des suites du projet. Mesdames, on va suivre avec grande attention. Ce qui est intéressant, on a parlé avec différentes personnes qui sont aussi justement à préparer l'entrée en classe. Donc, je trouve ça bien intéressant de voir que nos jeunes sont vraiment bien appuyés avec des projets vraiment concrets. Un grand merci à vous. Merci beaucoup.
concrétisation de la nouvelle entente de développement bioalimentaire, l'entente sectorielle pour le secteur de la capitale nationale et puis Lévis, c'est l'entente 2023-2025. C'est une enveloppe budgétaire gouvernementale de 1,4 million, dans laquelle le ministère de l'Agriculture souscrit 900 000, capitale nationale 450 000, emploi solidarité 45 000. Mais après ça, on a un autre, presque $1 million qui vient des MRC, qui vient de la ville de Lévis, la ville de Québec et la communauté urbaine. Tout ça ensemble, il y a comme un comité de coordination, si on veut, de l'application, de la mise en œuvre de l'entente. Et puis l'administration de l'entente, ici, pour la région capitale nationale et Lévis, c'est confié à la communauté métropolitaine de Québec, qui s'assure naturellement avec la coopération, puis en fonction du plan, avec la coopération du comité de coordination, qui s'assure de bien gérer, si on veut, ces 2 500 000 là, qui vont avoir à leur disposition. Madame Bourassa, importante annonce ici même à l'île d'Orléans pour parler de l'entente sectorielle. Quelle est exactement cette entente qui a été renouvelée pour 3 ans? Bien, il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on accueille un ministre. Je trouve ça important que ce soit également sur l'île d'Orléans parce que près de 90 % de tout le territoire sur l'île d'Orléans est zoné agricole. Alors, c'est une préoccupation. On sait avec l'inflation, avec la pénurie de main-d'œuvre, l'explosion aussi du prix des terres agricoles. Il y a plusieurs agriculteurs là, qui ont besoin d'aide et le gouvernement, on est là pour ça. Il y a eu 2 annonces aujourd'hui. D'une part, au total, un investissement de 2,5 millions de dollars sur 3 ans. La partie du gouvernement, c'est environ 1,4 million. Donc, c'est 13 acteurs, les MRC, les villes. On met de l'argent justement pour différents objectifs, la relève agricole, promouvoir également l'achat local. Donc, on a ciblé des secteurs et là, on a annoncé de l'argent pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et aussi, ce qui, selon moi, est extrêmement important, on a annoncé 5 millions de dollars pour la relève agricole. Ça, c'est vraiment une enveloppe qui est un peu discrétionnaire du ministre. Et on veut aider 250 nouveaux projets, des entrepreneurs qui ont moins de 45 ans, pas juste des jeunes qui sortent de l'école, mais il faut savoir que les gens qui se lancent en agriculture, parfois, c'est une deuxième carrière. Donc, les gens de moins de 45 ans qui veulent justement commencer à se lancer en agriculture et qui ont besoin parfois d'un coup de pouce. Et c'est important parce que je pense que le ministre Lamontagne en parlait, c'est la moyenne d'âge de 55 ans pour les agriculteurs, donc c'est important de renouveler le tout. Oui, effectivement. C'est sûr que, comme on l'a mentionné, peut-être que la tendance a changé. Ce n'est plus nécessairement la relève familiale. C'est plus nécessairement, même si la relève familiale reste le mode de transmission le plus répandu, il y a beaucoup de gens là, qui s'y intéressent, des gens parfois qui viennent de la ville, qui veulent s'acheter un lopin de terre et travailler sur la terre. Donc, on veut outiller ces gens-là pour qu'ils soient capables de reprendre le flambeau et en même temps mettre en contact aussi, ça c'est important, les agriculteurs et ceux qui souhaitent reprendre les fermes pour qu'il y ait une passation également des connaissances et je m'allais dire du pouvoir, mais des connaissances. Karianne, un grand merci, puis c'est une très belle nouvelle pour les agriculteurs de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Merci beaucoup. Madame Labbé, vous faites partie du comité directeur au niveau de l'entente sectorielle en bioalimentaire. Une belle nouvelle qui est annoncée aujourd'hui par le ministre Lamontagne. Oui, très belle nouvelle. On a travaillé fort là-dessus au début du mandat de préfecture parce que l'autre entente était finie. On a travaillé sur la nouvelle. Effectivement, c'est très intéressant pour les agriculteurs, que ce soit pour la relève, que ce soit pour les terres en friche. C'était très bonne nouvelle. Est-ce qu'avec ce que vous avez entendu, on répond quand même à certaines demandes qui sont pressantes au niveau des agriculteurs? Oui, on répond à des demandes qui sont assez pressantes, surtout sur la relève agricole, les terres en friche. Là, on a complété l'entente sectorielle. Là, on est rendu à travailler sur l'entente avec les projets de l'entente. Ces 13 partenaires, est-ce que c'est des gens que vous avez rencontrés régulièrement? Avez-vous des rencontres une fois par mois? Comment ça se passe de ce côté-là? On se rencontre assez souvent, je vous dirais, surtout ça a été pour préparer l'entente sectorielle de 3 ans. On s'est rencontrés souvent. On en parle souvent aussi quand on arrive à nos réunions de la CMQ, une fois par mois. On a toujours un sujet qui comprend un peu l'entente sectorielle. On en parle régulièrement. Il y a un suivi de près là-dessus. Pour l'île d'Orléans, tantôt, le ministre Lamontagne parlait que la moyenne d'âge des agriculteurs était de 55 ans. Est-ce qu'on vit cette même problématique ici à l'île d'Orléans par rapport
au vieillissement de nos agriculteurs? C'est sûr, je ne suis pas capable de vous donner l'âge sur l'île d'Orléans. Il faudrait que je retourne dans le PD-ZEDO. Quand on a renouvelé le PD-ZEDO, le pourcentage est là-dedans. Moi, c'est semblable aux autres places. Que oui, effectivement, c'est vieillissant. Puis ça commence à être inquiétant de voir qu'il faut qu'il y ait de la relève et que le gouvernement s'implique là-dessus. Là, ça, c'est certain. Mais l'âge moyen est supérieur à 50 ça, c'est sûr. C'est important de voir aussi que ce n'est pas seulement que la relève familiale, ça touche l'autre partie de relève. Ça peut être une belle option pour vous, je parle pour vous, pour les agriculteurs ici de l'île d'Orléans, d'avoir la possibilité d'amener d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement de la famille. C'est sûr, que ce ne soit pas de la famille ou que ce soit du monde qui arrive de l'extérieur, qui veulent vraiment s'impliquer. C'est mieux de prendre des gens qui ont le goût de le faire, puis de s'impliquer, puis de les soutenir là-dedans. Madame Labbé, on a 3 ans pour surveiller ce qui s'en vient, mais comme vous dites, ça sent bon, on pourrait dire, pour les prochaines années. Très, très bon. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Pichette, on est là, une belle annonce qui a été faite avec le renouvellement de l'entente sectorielle au niveau bioalimentaire pour la grande région de Québec et Lévis. Vous êtes de la Côte-de-Beaupré. Vous êtes sur le comité directeur. Est-ce que vous avez un rôle à jouer bien précis de ce côté-là? Oui, on a un rôle à jouer. On est plusieurs organismes. Il y a 14 partenaires. Puis à ce moment-là, on décide des orientations de la table sectorielle ensemble. Puis là, c'est de 3023, 24, 25. Alors, c'est renouvelé pour les 3 prochaines années, là. Si on regarde aussi, est-ce que ce que vous avez entendu par rapport à tout ça, le ministre a parlé bien sûr un peu plus en détail de cette entente. Êtes-vous satisfait de ce que ça va apporter pour les agriculteurs de la Côte-de-Beaupré? Oui, bien, on est satisfait comme tel parce que c'est nous qui l'a fait, là, qui a pris les décisions de cette entente-là au départ. C'est axé beaucoup sur le développement des marchés des produits agricoles, dont le centre de vente de Québec là, qui est valorisé, et puis valoriser également toutes les ventes, les kiosques dans les villes ou les municipalités voisines. Puis ça regroupe la MRC, les deux Charlevoix, la Côte-de-Beaupré, la Ville de Québec, Port-Neuf, la Ville de Lévis. Donc, il y a plusieurs villes qui sont impliquées là-dedans. Puis, il y a d'autres volets aussi sur le développement des terres en friche, la remise en culture. Alors ça faisait partie de l'ancienne entente, ça fait partie de la nouvelle entente encore. Alors c'est un autre projet aussi, là. Alors, puis il y en a sur la relève agricole aussi. Donc il y a plusieurs volets à cette entente-là. Je suis content de vous dire que vous dites justement que tous les secteurs ont été pris en compte parce que tout ce qui touche la ville de Lévis n'a peut-être pas nécessairement les mêmes objectifs qu'une place comme Baie-Saint-Paul ou Saint-Tite-des-Caps. Donc, ça a vraiment été pris en compte, les demandes des différentes parties? Ça a été pris en compte, mais la ville de Lévis a ses kiosques de vente, comme Charlevoix. Alors, à ce moment-là, de ce côté-là, tout le monde c'était équitable d'aider tous les agriculteurs dans la vente de leurs produits agricoles. Puis, ça favorise... pour les agriculteurs, ça favorise l'autosuffisance alimentaire avec le développement. Là. Alors... Aussi, si on regarde, le ministre parlait que la moyenne d'âge des agriculteurs est de 55 ans. Les programmes qui sont annoncés là, est-ce que vous croyez que ça va donner un bon coup de pouce pour aider à baisser l'âge moyen des agriculteurs? Je ne pense pas qu'à court terme, ça baisse l'âge. Il y a des moyens d'aide pour aider le jeune à s'établir. Puis on favorise également des projets novateurs avec le zonage agricole. On permet, avant, on a tout fusionné les fermes, on fait des grosses entreprises. Là, on est à l'époque de la diffusion. L'année passée, on était 7 personnes au niveau de la province, puis on travaillait sur le dossier, puis on était unanime là-dessus, que les grosses entreprises sont plus vendables. Donc, c'est des compagnies qui les achètent, les petits agriculteurs ne sont pas capables. Donc, le ministère de l'Agriculture travaille là-dessus pour éventuellement pouvoir diviser une partie puis permettre l'établissement. En horticulture, ça prend de 3 à 10 hectares pour cultiver. Puis, dans les grandes cultures, bien, c'est de 300 à 500 arbres. Donc, c'est pas la même affaire, là.
Donc, vous croyez qu'avec ça, ça va réduire les grands conglomérats qui auraient pu arriver dans les prochaines années? Oui, parce que le ministre disait tout à l'heure, depuis 1941, c'est la première année qu'il y a des nouvelles fermes qui se sont établies. Il y a des nouveaux partenaires, des nouveaux agriculteurs qui sont entrés en production cette année, que ça n'avait pas existé depuis 1941. Il y a eu une augmentation de cette année. Alors, la loi du ministère de l'Agriculture porte fruit maintenant. Bien, M. Pichette, on va suivre avec grande attention. Je sais que vous aussi, vous allez le faire pour la Côte-de-Beaupré et pour la grande région de Québec. Un grand merci. Merci beaucoup. Puis, s'il y a quelque chose, on peut répondre à vos questions. Merci. Merci. Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je change l'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.